Bonjour à tous et bienvenue à Bonheur Canin, l'émission qui vise à vous en apprendre davantage sur les chiens et leurs besoins afin que nous tous, comme humains, nous soyons en mesure de leur rendre tout le bonheur qu'ils nous apportent. Mon nom est Sophie Thibault, je suis intervenante en comportement canin et aujourd'hui, à l'émission, on parle de mécanique d'entraînement. Quand on entend l'expression « entraînement canin », bien, on pourrait penser que ça s'adresse uniquement aux professionnels ou aux gens qui font de la compétition avec leurs chiens. Mais c'est pas juste ça, l'entraînement canin. Le simple fait de cohabiter avec des chiens implique de mettre un certain cadre, des règles de vie, et d'apprendre un certain nombre de commandes à notre chien, comme par exemple s'asseoir sur demande, attendre ou encore revenir quand on l'appelle. Et pour apprendre tout ça à un chien, rien de mieux que de bonnes séances d'entraînement structurées et efficaces. Il y a aussi tout l'aspect de la communication qui est important, parce que les chiens et les humains ne communiquent pas de la même façon. Nous, les humains, on est des êtres de parole, alors on parle beaucoup, on utilise des mots, beaucoup de mots. Bien que les chiens soient en mesure de comprendre en moyenne jusqu'à 250 mots, gestes ou concepts, il reste que c'est à l'humain de prendre le temps d'associer correctement chaque mot avec ce qu'il signifie, mais aussi de démontrer clairement au chien quand il a compris ce qu'on tente de lui apprendre. Parce que si je fais juste parler, bien, les résultats risquent d'être très approximatifs. Puis à ce moment-là, on devient frustré, on se dit notre chien ne nous comprend pas, il ne nous écoute pas, il n'est pas intelligent, il me défie, il est têtu. Mais dans le fond, c'est juste un problème de communication. Ce qui est important aussi quand on entraîne notre chien, c'est d'y aller graduellement. Donc, au début, on commence ça très facile pour mettre notre chien en situation de réussite. Et quand il devient bon, bien, on rehausse graduellement le niveau de difficulté. Et éventuellement, on généralise le comportement en le faisant se produire dans différents contextes de la vie courante. Donc, encore une fois, pour arriver à faire tout ça, bien, ça nous prend une bonne mécanique d'entraînement. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre invitée Fanny Lambert, qui est intervenante en comportement canin, mais également propriétaire du centre canin où on se trouve aujourd'hui, le complexe canin Psychopathe. Bonjour Fanny, bienvenue à Bonheur Canin. Merci Sophie, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Bien, merci de nous recevoir au complexe canin Psychopathe dans les Laurentides. D'ailleurs, d'entrée de jeu, j'ai le goût de te demander de nous parler un petit peu de toi, de ton entreprise et de ton expérience. Bien, moi, ça fait 16 ans que je travaille dans le domaine des chiens. Maintenant, déjà plus de 10 ans que je suis certifiée éducatrice canine. Et j'ai ouvert le centre il y a déjà 7 ans. C'était vraiment par passion, mais aussi pour répondre à une demande grandissante, autant pour les services pension, garderie, socialisation, que pour les services d'éducation canine, notre sujet du jour. Pourquoi c'est important de prendre le temps d'entraîner nos chiens aux commandes de base, là, le assis, le couché, le reste? Là? Pourquoi on devrait faire ça? Bien, en fait, il y a plusieurs raisons. Premièrement, cohabitation harmonieuse et sécuritaire. On le sait, les chiens prennent de plus en plus de place dans nos vies. On veut pouvoir aller en vacances avec eux, aller au camping. Là, tout récemment, certains restaurants permettent la présence de chiens sur les terrasses. Donc, ça va de soi que si on n'a pas de contrôle sur l'animal, ça met un petit peu d'enjeu au niveau de la sécurité. Fait qu'on veut vraiment que ça soit sécuritaire, puis ça passe par l'apprentissage des commandes de base. De plus, c'est plus intéressant au quotidien d'avoir un chien qui nous écoute, plus facile à vivre aussi. Donc, pour nous faciliter un peu la vie, ça va de soi qu'on va entraîner notre chien minimalement pour un assis, un couche, un reste et un rappel. Et j'aurais envie d'ajouter à ça la stimulation mentale. Donc, les besoins fondamentaux chez les chiens, on le sait, la stimulation mentale fait partie des besoins fondamentaux. Et le travail comme ça, le travail d'éducation, va venir combler naturellement ce besoin-là. Puis ce serait quoi, selon toi, les fondements de base là, pour une éducation réussie là, dès le départ? Je pense que les principaux fondements, on pourrait parler de la relation de confiance entre le maître et le chien. Donc, ça prend un lien de confiance avec son animal. Premièrement, il va être moins stressé parce qu'il va être plus en confiance, donc plus disponible pour apprendre. Là. Ça va vraiment faciliter l'apprentissage. Ensuite, il faut apprendre à connaître son chien. Donc là, quand je dis apprendre à connaître son chien, c'est qui notre chien? Est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un chien adulte? Est-ce que c'est un chien de race avec des prédispositions raciales, chien de chasse, chien de travail, chien de protection? Est-ce que c'est un chien de refuge qui a eu des expériences aussi qui vont inévitablement venir façonner un peu sa personnalité? Donc, on doit vraiment adapter nos séances en fonction du chien qu'on a. Puis ça, bien, pour ça, il faut apprendre à connaître son chien.
Puis ensuite de ça, je dirais que ça prend un minimum de connaissances en comportement canin. Fait que si on va à la base, il faut apprendre le langage canin minimalement. Donc là, on va parler de signaux d'apaisement. Ça, c'est les signaux que les chiens vont émettre pour communiquer entre eux, mais aussi avec nous. Puis quand on a un chien qui est très intense dans ses réactions, donc un chien qui tremble, qui a la queue entre les jambes, ou au contraire qui va être explosif, chargé, grogner, japper, c'est sûr qu'il nous aura envoyé des signaux avant d'exploser dans ses réactions. Donc, si on est en mesure de les lire, on va être en mesure d'adapter aussi nos séances en fonction de l'état émotionnel du chien. Pour terminer, avoir les bonnes méthodes d'entraînement. Bien sûr. Donc, c'est là où on parle du renforcement positif. On le sait, le renforcement positif a pris beaucoup en popularité ces dernières années. On n'est plus dans les méthodes correctives comme avant. Mais encore, beaucoup de gens vont nous dire, ben moi, j'ai entraîné mon chien toute ma vie au collier étrangleur de type choker, puis ça a toujours super bien fonctionné. Alors, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Cependant, il y a un prix à payer pour entraîner son chien à la correction. C'est sûr que si je donne un coup sur la laisse à chaque fois que mon chien tire, puis que je vais générer un inconfort au niveau du cou, le chien va comprendre éventuellement que tirer est inconfortable, donc va tirer de moins en moins. Alors oui, ça fonctionne, mais là, votre chien vous écoute par peur de recevoir une correction. Donc, on veut vraiment plutôt aller en renforcement, encourager les bons comportements, récompenser les bonnes actions pour avoir un chien qui a envie de collaborer avec nous versus peur de recevoir une correction. Donc, c'est vraiment les fondements de base, selon moi. Ça, on part de là. Comment ça apprend un chien? Les chiens vont apprendre principalement par association. Donc, ils vont associer une conséquence à un comportement. C'est ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Donc, si le chien fait un comportement et que la conséquence, elle est positive, donc ça lui apporte un bénéfice, il va être porté à répéter ce comportement-là. Et à l'inverse, si le chien met un comportement et que la conséquence est neutre ou négative, il va être moins porté à répéter ce comportement-là. Donc, c'est là où le renforcement positif, en fait, on veut venir rendre la conséquence positive pour que le chien répète le comportement. Donc, c'est comme ça qu'on va enseigner afin qu'il fasse les bonnes associations. En entraînement de canin, on utilise beaucoup la technique du leurre. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de nous démontrer comment on utilise le leurre et pourquoi c'est efficace en entraînement canin? Bien oui, absolument, allons-y. Pour le leurre, en fait, il faut être prêt à travailler. On a notre pochette à gâterie, on a notre chien. Le leurre, en fait, c'est quoi? C'est vraiment une technique simple et efficace pour venir introduire des nouvelles commandes de base comme le assis, le couche, même le retour au pied. Puis quand ça devient facile et fluide pour l'animal de répondre, mais là, on peut vraiment s'amuser puis aller plus en petits trucs de fantaisie. Ça peut être de zigzaguer entre les jambes ou de tourner sur place, des choses comme ça. Alors, je vous montre rapidement avec Nikki comment ça fonctionne le leurre. Nikki, on va aller chercher son attention. Donc, c'est simple, on va présenter une gâterie au bout du museau du chien qui, naturellement, va avoir envie de la prendre. Alors, on va guider le chien dans une position. Au début, on fait des mouvements lents comme ça, simplement pour intéresser le chien. Et une fois de temps en temps, on va aller marquer en disant « yes » et on va récompenser. Allez-y doucement si vous avez un chien qui ne le fait pas de façon naturelle, vraiment quelques pas à la fois. « Yes » Une fois que votre chien suit vraiment fluidement la gâterie, c'est là que vous pouvez aller avec des comportements un peu plus complexes. Donc, le retour au pied, on se positionne à gauche. Yes! Dès que l'épaule arrive à mon genou, je marque et je renforce. La même chose pour une position comme assis. On va y aller doucement au bout du museau. On va lever légèrement la gâterie jusqu'à ce que le chien s'assoie. Yes! On récompense. Et on va faire la même chose pour le coucher. On va descendre doucement la gâterie. On va attendre que le torse touche le sol. Yes! On récompense. Donc, c'est vraiment une façon simple d'introduire des nouvelles commandes qui est aussi très motivante pour le chien. Fait que Fanny, tu viens de nous montrer le leurre, donc le fait, dans le fond, de provoquer des mouvements, donc d'apprendre des nouvelles commandes à notre chien avec un leurre. Par contre, tu utilises aussi pendant ce temps-là la fameuse mécanique d'entraînement qui est un peu notre sujet du jour. Alors, peux-tu nous expliquer c'est quoi une bonne mécanique d'entraînement? Oui. En fait, la mécanique d'entraînement, c'est tout ce qu'on va utiliser durant un entraînement. Donc, les mots qu'on utilise, les bruits qu'on utilise, les mouvements qu'on utilise, c'est vraiment une façon d'aller créer les bonnes associations puis s'assurer aussi que l'apprentissage se fasse sans confusion pour l'animal. Donc, c'est important d'avoir une bonne mécanique d'entraînement. Qu'est-ce que c'est la mécanique? C'est le marqueur, le renforçateur et le timing. Donc, le marqueur, on va venir marquer le comportement. Donc, pour souligner au chien qui a fait la bonne action. Ceux qui entraînent au clicker le savent, ils vont venir cliquer dès que le chien fait le bon comportement. C'est ce qu'on appelle marquer. J'ai utilisé yes, comme vous avez vu dans la démo du leurre. J'ai utilisé le mot yes. Pourquoi? C'est un mot court, peu utilisé parce que je parle français, facile à reconnaître aussi à l'oreille du chien. Donc, vraiment, c'est préférable d'utiliser un mot qui est très court et pas commun. Donc, les bons chiens, beaux chiens, tout
ça à éviter. Donc, voici le marqueur. Ensuite, on a le renforçateur. C'est ce qui va venir renforcer un comportement. Donc là, c'est n'importe quoi qui motive votre chien. Est-ce que c'est son jouet préféré, des câlins, des friandises? On va prioriser les friandises si le chien est moindrement gourmand parce qu'on va garder une certaine fluidité quand on entraîne. S'il faut lancer la balle à chaque fois que le chien s'assoit, ça vient couper un petit peu la fluidité. Donc, on veut vraiment avoir un renforçateur qui va être simple à donner tout au long de l'entraînement sans couper à chaque fois. Donc, si votre chien est gourmand, allez-y avec les friandises. C'est aussi important, je fais une petite parenthèse, d'avoir un renforçateur qui est de valeur et supplémentaire, si on veut, au niveau de difficulté de l'exercice. Donc, si vous entraînez dans votre salon, il n'y a pas de distraction à ce moment-là. Vous donnez les croquettes habituelles de votre chien, ça va faire amplement l'affaire. Par contre, si vous sortez à l'extérieur et il y a beaucoup de distractions, bien là, c'est le temps de sortir vos saucisses à dog, votre foie séché. Le poulet, le fromage, oui, tout ce que le chien aime le plus. C'est ça. On veut vraiment garder sa motivation à vouloir travailler avec nous malgré les stimuli. Et finalement, le timing, en fait, c'est juste le délai qu'on doit respecter entre le comportement, le marqueur et le renforçateur. Alors, on marque précisément au moment où le chien fait l'action et on a 1 à 2 secondes pour venir renforcer le comportement en récompensant, exemple, avec une friandise. Une image vaut 1000 mots. Fait qu'est-ce que tu en penses de nous faire avec la belle Nikki quelques commandes de base en appliquant là, la mécanique d'entraînement? Absolument. Nikki? Donc, on va faire du assis-couche, commande de base. Dès que ses fesses vont toucher au sol, assis. Yes! 1 à 2 secondes, on récompense. Donc, je veux marquer précisément le moment où les fesses touchent au sol. On fait le couche. Yes! 1 à 2 secondes, on récompense. On refait le assis. Assis. Yes! On récompense. On peut faire un retour au pied. Nikki, Nikki. Au pied. Yes! On récompense. Donc, c'est simple. Vous pouvez vous pratiquer avec des commandes aussi simples que ça, le assis, le couche, le retour au pied, pour pratiquer votre timing. Donc, dès que le chien a effectué la commande, on marque du mot que vous aurez choisi à ce moment-là et vous avez 1 à 2 secondes pour récompenser. Donc, toujours avoir une petite pochette avec vous. Ça facilite le travail. Eh oui! Comme on a vu, dans le fond, le renforcement positif, c'est souvent basé sur la motivation du chien. Donc, tu récompensais le chien. Il y a beaucoup de clients qu'on rencontre qui ont peur de ça un peu puis qui se disent, bien là, mon chien va m'écouter juste pour obtenir une récompense. Puis là, je vais être obligée de toujours donner des gâteries à tout bout de champ à mon chien. Tu réponds quoi aux gens qui ont cette inquiétude-là? Oui, effectivement. Il y en a plusieurs qui sont inquiets de devoir toujours payer leur chien pour avoir un résultat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la récompense fait partie du processus d'apprentissage. Donc, on veut faire comprendre au chien, c'est exactement ce que je m'attends de toi et de répéter ce comportement-là et de payer à 100% des fois que le chien effectue le comportement parce qu'il est en apprentissage. Une fois que le comportement est acquis, donc là, quand on dit un comportement acquis, c'est que vous êtes prête à gager 1000 $ que votre chien va faire le dit comportement. Alors, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de diminuer la fréquence des récompenses. Il ne faut pas arrêter drastiquement, on n'en donne plus du tout. On va y aller aléatoirement, 1 fois sur 2, 1 fois sur 3, 1 fois sur 5. Donc, c'est ça. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de comportement acquis, il faut aussi le généraliser. Donc là, ce que j'entends par là, c'est que dans votre salon, votre chien va peut-être s'asseoir 100% des fois, ce qui fait que vous pouvez maintenant diminuer la fréquence des récompenses. Par contre, si vous allez à l'extérieur où il y a beaucoup de stimuli, des passants, des chiens, etc., bien là, il va peut-être falloir recommencer à récompenser 100% des fois jusqu'à ce que ça devienne acquis dans ce contexte-là et ensuite diminuer la fréquence des récompenses. Oui, parce que ça, c'est un piège. Hein? Des fois, on se dit, il le fait dans le salon, il est bon, il sait, on arrête de pratiquer. Mais là, quand on en a vraiment besoin dans un contexte de vie courante, bien là, tout d'un coup, le chien n'a pas été habitué à le faire. Donc là, on se rend compte des limites de l'entraînement à ce moment-là. Là. Exactement. Puis les gens ont souvent tendance à se dire, mon chien connaît, j'ai plus besoin de récompenser. Mais c'est pas tout à fait ça. Il faut y aller aléatoirement et quand même, une fois de temps en temps, ressortir une gâterie, même si c'est acquis, juste pour garder la motivation. Fanny, on sait, hein, l'être humain n'est pas toujours patient. Hein. Souvent, on veut que ça aille vite, que notre chien comprenne tout de suite puis qu'il le fasse peu importe les circonstances. Mais c'est important aussi dans l'apprentissage des commandes qu'on apprend à notre chien d'y aller graduellement. Puis en entraînement canin, on utilise beaucoup les 3D. Donc, c'est 3 variables qui sont super importantes pour amener notre chien à rehausser là, sa compétence à faire une commande. Fait que peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi les 3D puis comment on les utilise en entraînement canin? Effectivement, le concept des 3D est très important pour venir solidifier une commande. Donc, en fait, c'est 3 facteurs de difficulté qu'on doit travailler individuellement. Donc, on a le D
distance, le dé durée et le dé distraction. Donc, c'est vraiment important de venir travailler chaque dé individuellement avant d'en combiner et de aussi respecter les limites du chien. Donc, quand on commence à travailler, exemple, justement, la durée, on ne va pas passer de 2 secondes à 30 secondes. La distance, la même chose, et le niveau de distraction, la même chose. Donc, c'est vraiment important d'introduire les 3 dés quand on entraîne un chien. Rien de mieux qu'une démonstration pour mettre tout ça en application. Fait qu'est-ce que tu penses si on regarde comment on utilise les 3D dans l'enseignement d'une commande comme le reste avec un chien? Absolument. On y va. Fanny, je te demandais dans le fond de nous montrer les premières étapes de l'apprentissage d'une commande comme le reste, par exemple, en appliquant le principe des 3D et la mécanique d'entraînement qu'on vient de voir. Alors, qu'est-ce que tu en penses de nous montrer ça avec Nikki? Avec plaisir. Donc, le reste, j'aime bien le pratiquer de la position couchée parce que je trouve que le chien est plus stable. Vous pouvez le faire de la position assise, c'est comme vous préférez. Alors, j'ai emmené mon chien confortablement ici sur le lit. On lui demande de se coucher. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va choisir le dé qu'on souhaite travailler. Donc, moi, j'aime bien commencer par la durée, ensuite introduire la distance et ensuite introduire la distraction. Donc, si vous voulez travailler la durée pour commencer, vous devez fixer votre position. Alors là, vous allez récompenser votre chien simplement à rester couché et rester près de lui. Il n'y a pas de distance à ce moment-là. C'est vraiment juste d'aller renforcer cette position-là, finalement. Alors là, elle est bien concentrée sur moi. Je lui demande rien, je dis rien, je fais juste récompenser le fait qu'elle reste couchée. Je vais chercher son attention. Magnifique. Donc là, je vais commencer à mettre de la durée. Ce que je vais faire, je vais mettre ma main comme ça et je vais compter dans ma tête jusqu'à 2. Yes! Je marque, je renforce 1 à 2 secondes plus tard. Alors, on répète, je veux qu'elle regarde ma main. Je compte jusqu'à 2. Yes! On marque, on renforce. Là, je vais augmenter un petit peu la durée, je vais y aller à 5 secondes. Là, c'est important, si votre chien se déconcentre comme ça, il faut aller attirer son attention parce que vous ne voulez pas dire yes au moment où il est déconcentré. On veut dire yes au moment où le chien regarde. On recommence. Yes! On récompense. Là, je ne sais pas si vous remarquez, je n'ai pas nommé la commande reste encore. Pourquoi? Je ne suis pas certaine que mon chien va rester. Donc, ça ne donne rien que je lui dis reste. Il n'a pas appris le comportement. Donc, une fois que vous sentez que votre chien est bien stable, il est solide, il devrait rester en place, vous pouvez introduire la commande reste, mais pas avant. Donc, quand vous êtes rendu à 5 secondes, c'est un bon moment pour introduire le mot reste. Alors, oui, parce que le chien il a compris ce qu'on attend de lui, que c'est le fait de ne pas bouger pendant une certaine durée. Exactement. Puis, quand vous introduisez le mot, on ne change rien d'autre. Donc, je répète la main. Je ne crée pas de distance, alors je vais simplement dire « reste ». Je compte dans ma tête. Yes! 1 à 2 secondes, on récompense. Donc ça, vous faites ça jusqu'à 10, 15, 20 secondes selon la capacité de votre chien. Vous allez devoir faire plusieurs répétitions avant de vous rendre à 20 et 30 secondes, évidemment. Si le chien se lève au bout de 5 secondes, c'est parce que je suis allée trop rapidement. Revenez à l'étape précédente. Donc là, je vais introduire la distance. Quand on introduit la distance, on travaille juste la distance, il n'y a plus de durée. Donc là, on a introduit le mot « reste », alors je vais dire « reste ». Je recule de 2 pas, il n'y a pas de durée. Yes! Je reviens. Reste. Je recule de 3 pas. Yes! Je reviens. Reste. Yes! Je reviens. Qu'est-ce qu'on ferait, Fanny, si Nikki avait bougé, par exemple? Parce que je suis sûre que les gens à la maison, ça va leur arriver des fois en cours d'apprentissage que le chien faute. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Vous le repositionnez simplement. Vous avez des questions à vous poser. Est-ce que je suis allée trop vite? Est-ce que j'essaie de sauter des étapes? Parce que ça fait une demi-heure que je fais la même chose? Peut-être que c'est trop long. Peut-être que vos gâteries sont pas assez motivantes. Peut-être que votre chien n'a pas assez bougé. Donc, il faut vraiment tenir compte de tout ça, replacer votre chien calmement, recommencer à l'étape précédente. Donc, si vous étiez à la durée à 5 secondes, il a triché à 6, revenez à 4. Solidifiez le 4 secondes avant de passer à 5. Terminez l'entraînement sur une bonne note, puis demain, on répétera, on repart à 4 secondes, puis on augmentera graduellement. Donc, il faut simplement se poser les questions, revenir en arrière un petit peu. Donc là, on pourrait introduire la distraction si tu le veux bien. Ben oui. Alors, si on est rendu à l'étape de la distraction, on veut plus de distance, plus de durée. Donc, ce que je vais faire, je vais me tenir droit devant mon chien, je vais lui demander de rester. Et tu peux certainement, j'ai même un petit jouet qui queen. Et si tu veux passer... Je serai la distraction. Oui. Alors, je vais aller récupérer l'attention de mon chien qui se mange les pattes. Je vais lui demander un reste. Yes!
Idéalement, j'entends que le chien revient vers moi avec son regard pour dire yes, mais des fois, il faut aller le chercher un petit peu pour s'assurer qu'il ne triche pas. Donc, tu peux même passer devant elle, entre moi et elle. Reste! Yes! Et puis là, quand vos 3D sont maîtrisés individuellement, c'est là que vous en combinez deux. Donc, vous pouvez vous dire, reste, là, je pars, j'ai pratiqué à 30, 40, 50 pieds. On fait de la distraction, je fais de la durée, mon chien ne bouge pas. Yes, c'est là, vous pouvez vraiment jouer avec ces paramètres-là, mais il faut y aller graduellement, une étape à la fois, puis vous allez avoir un rappel béton. Bravo! Puis au fond, il faut aussi toujours se rappeler qu'on place notre chien dans une situation de réussite. Oui. Hein? On ne veut pas le mettre en échec parce que ça devient décourageant pour lui, décourageant pour le propriétaire aussi. Fait que très important d'y aller progressivement. Absolument. Et des échecs, il va y en avoir de toute façon, mais c'est juste posez-vous les questions, revenez en arrière, puis ça devrait bien aller. Fanny, j'avais envie de parler d'une autre commande essentielle pour les chiens, le fameux rappel. On le sait que c'est important, mais justement, peux-tu nous expliquer en quoi c'est important et surtout, pourquoi beaucoup de gens ont du mal à faire revenir leur chien quand ils le rappellent? Oui, en fait, le rappel est une commande essentielle, je dirais, parce que les chiens ont besoin d'une certaine liberté. Et la seule façon de permettre cette liberté-là aux chiens, bien, ça va être d'avoir un bon rappel. Donc, c'est ultra important. On a parlé en début d'émission, on veut une cohabitation harmonieuse et sécuritaire. Donc, si on n'a pas un bon rappel, bien, encore une fois, on vient un peu compromettre la sécurité. Maintenant, pourquoi les gens ont de la difficulté à faire revenir leur chien? Premièrement, souvent, c'est une commande qui est mal introduite dès le départ. On va répéter la commande « viens », le chien ne l'a pas associé à un comportement, on va le rappeler dans de mauvais contextes, mauvaises circonstances. On ne va pas l'associer toujours à quelque chose de positif non plus. Donc, souvent, les gens... je donne un exemple, vont rappeler leur chien pour mettre fin à une activité qui est plaisante pour le chien. Alors là, on est au parc à chiens et c'est le temps d'y aller. Alors, viens Fido, on rentre à la maison, le chien revient, on l'attache, on quitte. Au début, il va revenir, bon, un peu naïvement, maman me rappelle, j'y vais. Mais éventuellement, il va comprendre que, bon, mais là, elle me rappelle, ça veut dire que c'est terminé, mais moi, ça me tente de continuer de jouer. Donc, c'est plus payant pour le chien de rester là que de revenir finalement. Donc, il y a un ratio à respecter de 9 sur 10. Quand vous rappelez votre chien, 9 fois sur 10, ça doit être payant et ça ne doit pas mettre fin à une activité qui est intéressante pour le chien, ne serait-ce que de renifler des odeurs dans le gazon et de regarder les papillons passer. Et une fois sur 10, on rappelle son chien pour faire ce qu'on devait faire, rentrer, quitter le parc à chiens, par exemple. Donc, préparez-vous quand votre chien va faire des besoins, il va au parc à chiens, préparez-vous avant de le rappeler définitivement pour qu'il rentre, de le rappeler, de le récompenser, de le laisser retourner, de faire ça 9 fois. Et là, la 10e, on peut se permettre de rentrer notre chien ou de quitter l'endroit où on est. J'aimerais aussi dire que les 3D sont souvent pas respectés non plus pour le rappel. On va rappeler 10 chiens notre fois dans la course, ça va bien. Alors là, on se dit, bon, on peut aller en randonnée en toute liberté, il n'y aura pas de problème. Et puis là, un chevreuil passe ou un autre chien en liberté arrive. Et puis là, on n'a plus de contrôle sur notre chien parce qu'on n'a pas travaillé le dédistraction. On n'a pas travaillé avec des chevreuils, on n'a pas travaillé avec d'autres chiens. Donc là, votre chien, son rappel, il n'est peut-être pas si solide que ça finalement parce qu'on a passé des étapes trop rapidement. Fait que justement, pour apprendre le rappel, qu'est-ce que tu en penses de nous faire une démonstration avec un chien pour qui c'est pas encore tout à fait acquis? Comme ça, on va pouvoir te voir mettre en pratique l'utilisation des 3D et la mécanique d'entraînement. Parfait. Alors, Fanny, le fameux rappel, comment on s'y prend, là, les premières étapes là, pour introduire cette commande-là, si essentielle pour nos chiens? Oui, bien, il faut se rappeler que le rappel doit être vraiment intéressant. Donc, la première étape, ça serait vraiment de créer un engagement avec le chien. Donc, l'engagement, c'est la volonté de vouloir collaborer, de travailler avec nous. Donc, pour ça, on doit devenir plus intéressant que l'environnement. Là, on le sait, ici, c'est un environnement quand même stimulant, beaucoup d'odeurs, tout ça. Donc, je vais peut-être devoir travailler très, très fort. Mais c'est vraiment pour vous montrer un exemple de c'est quoi l'engagement. Et ça, c'est la première étape du rappel. Donc, j'y vais. On a le beau Théo ici avec nous. Donc, ce que je vais faire, je vais m'éloigner un petit peu, créer de la distance. Et là, je vais faire un petit bruit comme ça. Yes! Good job! Donc, je nomme pas la commande, encore une fois, parce que peut-être qu'il ne reviendra pas, puis je ne veux pas associer la commande à autre chose que de revenir. Alors, on continue l'engagement. Yes! Good job! Alors, vous faites ça peut-être 5-10 minutes. Yes! Good job! Donc, une fois que vous avez un chien engagé et envie de revenir vers vous, vous allez pouvoir commencer à nommer son nom avant de nommer la commande. Théo! Yes! Good job! C'est comme ça que le chien comprend qu'il a intérêt à te suivre, là.
Oui, puis comme n'importe quelle autre commande, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de distance ni de distraction. On y va vraiment facile. Théo! Yes! Good job! Une fois que ça, c'est bien compris, fluide, on va commencer à mettre le mot « viens ». Théo, viens! Yes! Fait qu'on voit que tu utilises encore le marqueur, le renforçateur, le timing est important aussi. Donc, la mécanique d'entraînement continue de s'appliquer. Toujours, oui. Puis là, ensuite, plus ça va, plus on augmente la distance. À la maison, vous pouvez, si vous êtes deux, vous mettre à 40 pieds une personne de l'autre. On peut laisser ensemble si tu le veux bien. Avec plaisir. Je vais prendre les récompenses. Donc là, il a compris que c'était moi qui étais intéressante. Ah ah! Je te laisse aller. Viens! Yes! Théo, viens! Yes! Excellent! Donc, vous faites ça, vous augmentez la distance et une fois que la distance est atteinte, 50 pieds, commencez à introduire des distractions contrôlées. Pas un chevreuil, pas un autre chien, quelque chose de simple, une balle, les enfants qui jouent un peu plus loin, travaillez le rappel de votre chien en distraction, puis graduellement augmenter la difficulté. Donc, c'est vraiment ça qui va faire un rappel béton. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de détails qui sont importants. Les intervenants en comportement canin, les éducateurs canins sont là justement pour aider les gens à appliquer cette fameuse mécanique-là pour obtenir des bons résultats. Fanny, selon toi, à quelle fréquence on devrait entraîner son chien? Puis on fait des séances de combien de temps à peu près? Il n'y a pas de recette unique, chaque chien est différent, mais c'est sûr qu'on veut prioriser la fréquence que la durée. Donc, ce que je veux dire, c'est que si, exemple, vous avez 30 minutes par jour à offrir un entraînement à votre chien, vous êtes mieux de faire 3 séances de 10 minutes qu'une longue séance de 30 minutes. On veut garder la motivation du chien. Des fois, quand c'est long, on le sait, c'est de l'exercice mental, le chien peut se fatiguer, ça devient moins motivant. Donc, on préfère faire de courtes séances, mais d'augmenter la répétition pour favoriser l'apprentissage. Y a-t-il des moments auxquels on devrait s'abstenir d'entraîner notre chien? Absolument. Si votre chien ne se sent pas bien, il a vécu un épisode qui était anxiogène pour lui, il n'a pas dépensé son énergie, il est malade, ou si même vous avez une mauvaise journée au travail, vous êtes stressé, vous n'êtes pas patient, vous n'avez pas le temps, bien, vous êtes mieux de laisser passer la journée puis de reprendre ça le lendemain que d'entraîner pour entraîner puis que ça ne soit pas constructif ou agréable pour personne. Oui, il faut garder, comme tu disais, le chien motivé puis qui a envie. Puis nous aussi, comme humains, il faut être motivé, il faut avoir envie, puis pour que ça se fasse dans le plaisir aussi, c'est toujours gagnant. C'est vraiment une collaboration qu'on a avec notre animal, donc ça doit être agréable ces moments-là. C'est pas des moments imposés où ce qu'on se dit, bon, je suis menottée, il faut que j'entraîne mon chien. Il faut que ça soit positif et dans le plaisir, là. Et d'ailleurs, tu proposes un concept intéressant, les 4 C. On avait les 3D tantôt, là, on a les 4 C. C'est quoi les 4 C, puis comment ça contribue à renforcer la relation chien-humain? En fait, les 4 C, on a clair, calme, confiant et constant. Donc, clair, il faut être clair dans nos objectifs. Donc, on l'a vu tantôt avec le reste, là, quand je travaillais, exemple, là, la durée, j'y allais 1, 2, 3 secondes à la fois, la distance, un pas à la fois, la distraction était contrôlée, mes objectifs étaient clairs. Ça me permet d'être clair aussi dans ce que je m'attends avec mon chien. Mais il faut aussi être clair dans les mots qu'on utilise et les gestes qu'on fait. Ça, c'est en lien avec la mécanique d'entraînement. Je fais une petite parenthèse parce que les gens, quand ils entraînent, souvent, ils parlent beaucoup. Oui. Ils disent plein de mots, ils vont demander au chien de s'asseoir 8 fois. Donc, parler le moins possible, c'est un geste, un mot, on attend, le chien n'a pas compris, on reprend dans le calme et il faut être clair dans tous les gestes et les paroles qu'on utilise durant l'entraînement. Ensuite, justement, être calme. Donc, il va y en avoir des situations hors de votre contrôle où vous êtes en train de travailler la marche en laisse, puis là, il y a un chien qui arrive en liberté. Gardez votre calme. Ça ne donne rien de s'énerver. Ça va juste empirer la situation, en fait. Puis, calme ne veut pas dire de ne pas être dynamique. Donc, il faut être dynamique, mais il faut être calme. Ensuite, être confiant, donc confiant autant dans vos capacités à entraîner votre chien, mais dans la posture et ce que vous dégagez aussi parce que vous allez influencer, vous allez vraiment dégager une énergie qui va influencer votre chien. Donc, les personnalités anxieuses ou qui manquent de fluidité parce qu'ils n'ont pas confiance en leur capacité à entraîner, ça se ressent, puis le chien va peut-être être confus ou inconfortable. Donc, soyez confiant, pratiquez-vous à être confiant avec votre chien. Et finalement, on a constant, ça le dit, donc il faut être constant dans nos entraînements, mais aussi dans les limites qu'on met à la maison. Donc, si on veut pas que le chien saute sur les invités, on veut pas que le chien saute sur nous non plus. Alors, c'est oui, c'est non, mais il faut être constant dans tous les cas, là. Les chiens ont vraiment besoin de limites claires. Oui. Fait que pour terminer, Fanny, ce serait quoi, toi, ton bonheur canin?
Ça serait les chiens qu'on accueille au chenil qui sont plus anxieux, réticents, ils appréhendent, ils se laissent pas aller, ils vivent pas dans le moment présent parce qu'ils sont vraiment criblés de cette anxiété-là. Puis à force de les accompagner au fil des semaines, on les voit vraiment évoluer jusqu'à ce qu'ils rentrent vraiment motivés à venir jouer avec les amis, puis qu'on les voit juste vivre des beaux moments, puis être simplement un chien. Pour nous, là je parle pour nous parce que c'est pas juste moi, pour l'équipe, ça c'est vraiment notre bonheur canin. Merci infiniment, Fanny, de nous avoir reçus aujourd'hui. Puis écoute, j'espère que tout ce que tu nous as transmis comme information à propos de la mécanique d'entraînement va servir aux gens pour mettre ça en application à la maison. Mais évidemment, on rappelle à tout le monde que si les gens ont besoin d'aide, bien, les intervenants en comportement canin sont là pour ça, justement pour leur apprendre tous les outils qui sont nécessaires pour justement avoir des entraînements qui sont réussis. Fait que merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Puis on est là vraiment pour vous apprendre à apprendre à votre chien. Voilà ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pour revoir cette émission ou nos autres épisodes, retrouvez-nous sur tvbl.ca ou encore sur notre chaîne YouTube.